Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons nous intéresser au patrimoine. Deux invités sont avec nous. Jackie Frémont est un fervent défenseur du patrimoine. Il est d'ailleurs le délégué départemental de la Fondation du patrimoine, qui soutient depuis 1996 plusieurs milliers de projets de sauvegarde, publics ou privés, partout en France. On fait le point sur le patrimoine bâti dans les Vosges avec Jackie dans un instant. À ses côtés, Gérard Mougin, qui lui aussi œuvre pour le patrimoine d'une autre manière, puisqu'il est passionné d'instruments de musique mécanique qu'il restaure depuis de nombreuses années dans son atelier à Cornimont. Qu'il soit mobilier ou immobilier, on a 26 minutes pour parler patrimoine. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Jackie, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Jackie, vous vous êtes intéressé au patrimoine? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé de vous intéresser à ce point et puis de vous démener pour ce patrimoine vosgien? C'est pas tout à fait moi qui ai décidé de le faire. J'étais patron d'une société de bâtiments dans les Vosges et dans tout l'est de la France. Et quand j'ai pris ma retraite, on est venu tout simplement me chercher. Et j'ai accepté parce que j'étais tombé dedans, quoi. C'est ça. Petit à petit, en fait, vous vous êtes quand même pris au jeu parce que depuis toutes ces années, donc depuis 2004, vous êtes délégué Depuis 2004, départemental. oui. C'est qu'il y avait quand même un goût pour le patrimoine important. Bien sûr, un goût très prononcé. Et puis il y a énormément de travail dans les Vosges, ce qui a fait que j'ai accepté, c'est vrai. D'accord. Gérard, alors vous, ce n'est pas du patrimoine bâti, mais c'est tout aussi important. Les instruments de musique mécanique, comment vous y êtes arrivé à vous intéresser à la musique mécanique? Eh bien, tout simplement aussi, passionné de musique et de musique mécanique. J'ai commencé avec un petit orgue de Barbarie que j'ai acheté en état, un appareil neuf, que j'ai acheté dans début des années 2000, pour mon plaisir, pour écouter de la musique, enfin tourner la manivelle et puis écouter de la musique avec des cartons. Et puis j'ai eu l'occasion de trouver un orgue beaucoup plus important, un orgue de danse qui datait de 1922 et qui méritait une restauration totale. Et c'est donc ce qui a été le déclic. Pour le faire fonctionner correctement, j'ai commencé à le restaurer avec l'aide d'un ami facteur d'orgue qui m'a aidé à faire cette restauration complète. Ça a pris pratiquement une année et le virus Était là. était là. Et donc après, naturellement, dès que j'ai pu retrouver d'autres appareils, j'ai continué à restaurer. Et aujourd'hui, il y en a pas mal de refaits, mais surtout des appareils qui méritent une bonne restauration, des appareils anciens, certes, mais qui sont quand même des pièces assez rares et uniques, de véritables pièces matrimoniales. Voilà. C'est une passion qui était en sommeil finalement et qui s'est réveillée un petit peu à la retraite en quelque sorte. Peut-être surtout à l'âge de la retraite, oui. J'avais, comme M. Frémont, donc comme Jackie, une activité très dense. J'avais une entreprise de bâtiment. Et donc euh, l'activité était très prenante. Alors, à l'âge de la retraite, il me fallait vraiment une activité prenante aussi, qui m'occupe entièrement. Et aujourd'hui, je passe des journées entières à la restauration d'appareils. Donc, une autre fatigue, mais une bonne Ce fatigue. n'est pas une fatigue, c'est un médicament, je dirais, C'est c'est une thérapie, la musique en soi. Jackie, c'est aussi une thérapie pour vous, un médicament là. Oh, absolument. Je ne me verrais pas rester les deux mains à rien faire, ni l'esprit. Gérard, qu'est-ce qu'on appelle les instruments de musique mécanique? Puisque ça regroupe, c'est assez large. C'est très très vaste. La musique mécanique, en fait, ce sont tous les instruments de musique qu'on a voulu mécaniser, automatiser, rendre mécanique. Et à l'époque, il ne s'agissait pas d'électronique, comme nous avons aujourd'hui, mais c'était des appareils. Là, nous avons un phonographe, par exemple, qui est l'ancêtre du jukebox. Et c'est tout ce qui peut marcher tout seul, tous les instruments de musique que l'on peut faire fonctionner tout seul, à l'aide soit de vinyle, soit de rouleaux en cire, de cartons perforés pour les orgues. C'est produire de la musique avec des outils sans qu'on soit forcément musicien. Voilà. Où est-ce que vous récupérez, où est-ce que vous achetez ces nombreux instruments que vous avez restaurés, que vous avez chez vous? On voit les images. Hein. Voilà, on était venu vous voir voilà. chez vous, dans votre petit musée. Alors, il existe encore, heureusement, quelques spécimens qui dorment quelquefois dans des granges, des greniers.
voire dans des restaurants ou autres lieux qui possédaient justement ces instruments par le passé, car au début du siècle dernier, c'était courant de voir dans les cafés, les restaurants, des appareils de musique mécanique qui imitaient les accordéons, les pianos, les choses, que l'on faisait fonctionner bien sûr avec une pièce de monnaie, puisque c'était le gagne-pain du tenancier, mais c'était très fréquent et les gens s'y retrouvaient, c'était les guinguettes, c'était les orchestres de l'époque, voilà. Donc on en retrouve encore. Il y en a pas encore mal. quelques-uns. Donc C'est aujourd'hui, des pièces rares, c'est vrai. c'est ça. Bien sûr. Beaucoup ont été détruits, beaucoup, soit parce qu'ils ne marchaient plus ou on n'a pas su les réparer. Ça coûtait trop cher aussi de faire refaire. Et donc la plupart ont disparu, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est un peu pour ça aussi, on peut faire le parallèle avec le patrimoine bâti. C'est tout à fait la même chose. C'est important de le restaurer pour le sauvegarder, pour cette transmission. Et qui nécessite une restauration. Aujourd'hui, la restauration, je suis donc passionné de la restauration, mais auparavant, l'objectif, c'était de faire fonctionner l'appareil, l'entendre, parce qu'au départ, quand j'achetais l'orgue ou l'instrument, je ne savais pas ce qu'il allait donner, ce que ça allait produire. Et c'était une découverte vraiment. Lorsque ça fonctionnait, c'était vraiment merveilleux. Et puis, c'est ça, toujours une belle. unique. Et là, aujourd'hui, depuis déjà quelques années d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était vraiment un patrimoine qu'il fallait préserver, restaurer, afin qu'il traverse les générations et que toutes les générations d'aujourd'hui, les jeunes notamment, qu'ils découvrent ce qui se faisait et puis qu'ils voient un petit peu ce que nos grands-parents et tout ça ont vécu ou ont construit. C'était vraiment très ingénieux. Et on a dans les Vosges un musée de la musique. Il y a la maison de la musique mécanique à Mirecourt qui détient de très belles pièces aussi. Il y a de quoi faire. Jackie, on faisait le parallèle tout à l'heure avec le patrimoine bâti. Cette fondation du patrimoine, elle a été donc fondée en 1996 au niveau national, 2004 dans les Vosges, c'est ça Oui. Quel a été son objectif dès le départ Dès le départ, ça a été créé sous l'égide de Jacques Chirac. Son ministre de la Culture, c'était Douste Blazy. Et l'objet, c'était d'aider les mairies comme les privés, les personnes privées, à restaurer leur patrimoine. Alors au départ, c'était plus marqué vers le petit patrimoine rural, mais maintenant c'est devenu, bien sûr, toujours pour le rural, en grande partie encore, mais aussi pour tout patrimoine, même pour une grande ville comme Épinal. C'est très étendu à présent. Et alors dans chaque département, j'imagine qu'il y a énormément de lieux à restaurer, à sauvegarder. Chaque département a une structure la même que celle des Vosges, à savoir un délégué départemental, c'est moi pour les Vosges, qui a quelques personnes disséminées dans le département et qui l'aident sur place. J'en profite, je peux en parler. Allez-y, pour passer un message. que je recherche depuis un bon moment quelqu'un qui pourrait m'aider à ce sujet dans l'Ouest vosgien, que je glisse aussi bien sinistré dans certains endroits, et où on a une très grosse activité, mais loin encore de ce que l'on pourrait faire. Beaucoup de monuments, de choses à sauvegarder. Beaucoup de bâtis, beaucoup de mobilier, beaucoup de choses qui sont dans des états, on peut dire, catastrophiques. Alors dans les Vosges, quelle est la typologie des lieux Est-ce qu'il y a une typologie qui se démarque? Est-ce qu'on a plus de châteaux, plus de monuments religieux qui sont concernés? C'est de loin tout ce qui est religieux, église, chapelle, comme mobilier d'église, c'est de loin, je dirais 80%. On a des images de Senones, là, au même moment où... Senones, bien sûr. Le reste, ce sont ce qu'on appelle les petits patrimoines vernaculaires, les lavoirs, les auges, les moulins, toutes ces petites choses-là qui complètent la panoplie, quoi. L'idée, c'est de restaurer, de sauvegarder le maximum de ce qu'on peut. Alors, si on peut le faire en plusieurs étapes. On peut faire le bâti couvert, puis les enduits, puis les fenêtres, etc., autant de fois que l'on veut, ou d'un seul coup. Mais de toute façon, l'objectif, c'est de rendre le bâtiment tel qu'il était au départ, et on reconstitue les bâtiments, on les restaure. Pratiquement, ils sont à neuf quand ils sont finis. C'est ça l'objet. On n'y va pas à la petite cuillère,
c'est terminé, c'est nickel. Alors, on va dire un mot sur l'auto du patrimoine, la mission Berne. Jackie, expliquez-nous comment tout ça fonctionne. Alors, la plupart de nos actions envers les mairies comme les privés se font directement. Par contre, depuis quelques années, 3 ans ou 4, je crois, on est partenaire avec Stéphane Bern pour le loto du patrimoine. C'est une affaire phénoménale. Ça nous a, rien que dans les Vosges, depuis que ça existe, par l'intermédiaire du loto et de la mission patrimoine de Stéphane Bern, on a apporté 1,8 million d'euros, soit à des mairies, soit à des privés. On peut aussi aider les privés. Donc ça commence à faire parler de lui. On a une opération qui se prépare où le président Macron veut lancer une grande collecte envers les églises qui sont en péril. C'est quelque chose qui va nous revenir aussi. Et donc là, ça va encore nous donner... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises dans les Vosges et ailleurs qui sont en péril. Et on se demande ce que l'on va en faire. Bon, on n'a pas encore beaucoup de dangers de démolition, mais ça peut venir du jour au lendemain. Plutôt, en plus, avec les problèmes manquant de prêtres, bon, c'est du bâti qui ne sert pratiquement plus à rien. Donc on comprend aussi que les mairies, à qui ça coûte très cher, décident un jour ou l'autre du mauvais sort de leur église. Et alors, vous parlez des particuliers aussi, parce que c'est important de le souligner. On pense souvent aux collectivités qui peuvent être aidées, mais les particuliers peuvent être... Alors, comment ça se passe pour un particulier, par exemple ? Alors, c'est de la même façon. Il y a un dossier à remplir. C'est plus dirigé dans les Vosges, et c'est bien normal. Le fondement, c'est les fermes. Beaucoup de gens achètent des vieilles fermes ou habitent dans des vieilles fermes et veulent les restaurer. Et là aussi, il y a un dossier à remplir. On va voir sur place. J'insiste aussi, c'est que notre maître d'œuvre à nous, c'est l'architecte des bâtiments de France. En fait, c'est grâce à lui, oui, que son avis est suivi et qu'on est sûr au moins que les travaux seront faits comme il faut. Et donc, il y a un dossier à remplir, on le vise et on l'aide sous la forme aussi d'une défiscalisation qui est loin d'être négligeable. On s'occupe que du clos couvert, de la ferme ou du bâtiment. Qui peut être énorme quand c'est en mauvais état. Et il pourra défiscaliser, s'il paye des impôts sur le revenu, 50% de ses travaux. Donc ce qui n'est pas négligeable. C'est très intéressant. On a, depuis 2004, aidé environ 250 personnes privées dans les Vosges. Et donc majoritairement sur des fermes, c'est ce que vous disiez Très majoritairement sur des fermes, ou alors des bâtiments qui datent du milieu du siècle dernier, du début du siècle, voire 18e ou quelquefois même 17e, des beaux bâtiments. Il est vrai qu'il faut que ce soit un bâtiment qui, architecturalement parlant, vale la peine de le faire. C'est ça, il y a des critères tout de même. Chaque particulier ne va pas se dire « moi je suis en train de refaire ma ferme ». Non, voilà. D'ailleurs on refuse des dossiers pour cette raison, c'est évident. Voilà, il faut faire la part des choses entre ce qui peut être aidé. Et il y a plusieurs étapes aussi. On peut signaler un monument, un bâtiment qu'on estime qui aurait besoin d'aide. Comment ça nous arrive de différentes façons. C'est le privé qui nous connaît et qui vient à nous, ou c'est nous qui détectons des personnes qui veulent bien. Alors ça s'adresse beaucoup à des jeunes couples qui viennent et qui ont l'esprit patrimoine et qui veulent restaurer comme il faut. Alors là, quelquefois, c'est plus difficile pour les convaincre, parce que ça coûte un peu plus cher, évidemment, mais ils ont vite compris que les avantages qu'on leur apporte, on leur apporte aussi un avantage de taille, c'est que si c'est vraiment un beau bâtiment qui en vaut vraiment la peine, on le présente à la région, et la région nous aide, comme nous, on les a aidés pour l'apporter de l'affaire. Le département, on fait pareil. On transmet le dossier au département qui suit automatiquement, par subvention cette fois-ci. Bien sûr. Donc quand le couple se rend compte de l'apport de ces subventions et l'avantage qu'on leur apporte en défiscalisation, en fait, ça pose aucun problème. C'est ça. Alors, on va parler des monuments vosgiens sélectionnés dans un instant. Mais juste avant, on va regarder un reportage avec un site retenu justement par la mission Berne. C'était en 2021. On regarde le reportage et on en parle juste après. Il est signé Anthony Sapp et Léa Turquier.
C'est une véritable machine à voyager dans le temps qui nous transporte entre la fin du 19e siècle et l'année 1922, date à laquelle l'électricité est arrivée jusqu'à cet atelier de Charon, à Boucs-sur-Hull, entre Charmes et Mirecourt. Ici, pendant près d'un siècle, on a fabriqué des roues de chariot, des tonneaux lorsqu'il y avait encore des vignobles dans le secteur, des cercueils aussi et du matériel agricole, entre autres. L'atelier a fermé ses portes en 1979, mais il va bientôt retrouver une seconde jeunesse. C'est d'abord le seul projet vosgien parmi les 100 retenus par la mission Berne, dans le cadre du Loto du patrimoine version 2021, une aide de 205 000 €. Avec les différentes promesses de subventions de l'État, de la région et du département, la municipalité va pouvoir lancer ici un ambitieux projet de sauvegarde du patrimoine. Le tout, c'est de préserver déjà un patrimoine. On a un atelier de Charon où il manque absolument pas un outil, où tout fonctionne, et qui est dans l'état exactement. On serait venu ici en 1922, on avait exactement la même configuration avec les copeaux en plus, quoi. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le projet prévoit des travaux d'accessibilité et de remise aux normes, mais la municipalité a également racheté la maison attenante pour y promouvoir l'artisanat et les métiers d'art, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, mettre en avant les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. On parle souvent de bâti, mais là, il y a du bâti. On va en fait réaménager les façades, etc. Mais de même que le travail des artisans, ces vieux métiers, c'est notre patrimoine, c'est votre patrimoine, c'est le patrimoine de nos enfants, des petits-enfants. C'est l'objet de notre aide dans toute la France. Coût global du projet près de 600 000 €, dont 80% seraient déjà financés. Pour les 20% restants, la municipalité de Boucs-sur-Hull et la Fondation du patrimoine viennent de lancer, à travers cette signature, une souscription publique, une collecte de dons avec un objectif à 40 000 €. L'atelier de Charon de Boucs-sur-Hull pourrait rouvrir ses portes au public au printemps 2023. Alors Jackie, on en est où avec cet atelier de Charon ? Alors le financement est pratiquement bouclé, la souscription est toujours en cours et les travaux commencent. Plutôt une bonne nouvelle. Donc le choix des entreprises a été fait et les travaux, donc ça ira au bout, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est passé, au départ c'était l'atelier de Charon, on comptait sur une dépense de 200 000 €, et après petit à petit, en discutant tous ensemble, les élus, les subventionneurs et nous, on a dit non, on va pas faire que ça, on va restaurer le bâtiment par lui-même, qui est lui aussi une vieille ferme, de même que celui qui est à côté, pour faire des salles, des ateliers, etc. Et je crois que maintenant on est arrivé à 800 000 €. C'est plus le même projet. C'est plus le même. Mais un beau projet. Mais c'est parti. D'accord, écoutez, il faudra qu'on suive ça. Alors on va parler... Alors, je voulais vous dire, oui, les souscriptions qu'on lance, c'est donc des dons qu'on va chercher. Et là, c'est l'intérêt de la Fondation du patrimoine, c'est que les donateurs, eux, défiscalisent aussi, comme pour le privé qu'il fait aussi, que j'ai dit tout à l'heure, défiscalise soit 60, soit 66%, soit 75%, selon qui il est. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est intéressant aussi pour les donateurs. Les gens sont très sensibles à cette façon d'opérer, quoi. Alors on va parler du lauréat vosgien de la mission patrimoine cette année. Donc, oui. Direction Châtillon-sur-Saône, c'est bien ça ? Châtillon-sur-Saône. On va voir des images dans quelques instants. Alors comment se fait ce choix du lauréat vosgien Alors ça part de nous, malgré tout, qui connaissons beaucoup le terrain et qui proposons un ou plusieurs dossiers à la mission patrimoine. Là, on en avait présenté 15. Cet ancien hôpital de Châtillon-sur-Saône, c'est un couple de Mulhousiens qui a découvert un jour Châtillon-sur-Saône et qui en est tombé amoureux et qui ont acheté ils n'ont pas acheté ça d'ailleurs, ils ont acheté un autre bâtiment à Montereux-sur-Saône, et pas à Montereux, à Châtillon-sur-Saône, et ils sont tombés amoureux, ils sont venus nous voir pour les aider, ou c'est nous qui les avons rencontrés, enfin peu importe. Et à fur et à mesure de l'avancement de ce dossier et de ce projet, on a été amené à proposer le dossier à la mission Berne, laquelle, par un jury qui se réunit 2 fois par an, où Stéphane Bern, bien sûr, est là, mais bon, il y a tout un aéropage, donc quelqu'un de la Fondation, décide, oui ou non, de l'aider, et de l'aider à combien, à quelle hauteur. Donc ça a été fait pour eux. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, confortation des financements. On n'a pas encore le montant qui sera accordé, l'aide qui sera accordée
Non, on l'attend. D'ailleurs, Ça doit être... c'est imminent. c'est ça. C'est imminent. C'est la procédure, on choisit, ensuite, après, montants. on fait le point de l'argent qu'on a récolté de la mission, du loto, lequel est parti également. Tout le monde peut maintenant acheter, Trouver tout ça. jouer au loto du patrimoine. D'accord. Gérard, on va redire un mot sur vos instruments quand même. Alors, vous en avez ramené un. Est-ce que, hormis celui-ci, est-ce qu'il y a un instrument qui a eu une histoire particulière? Est-ce qu'il y a un instrument qui vous a marqué plus qu'un autre depuis que vous avez commencé à restaurer ces nombreux instruments? Ils ont tous leur histoire vraiment particulière. Ils ont tous connu des choses différentes dans leur parcours parce qu'ils ont changé beaucoup de fois de main. Et tous, je ne pourrais pas dire qu'il y en a un qui m'intéresse plus que l'autre, qui m'a plus marqué que l'autre. J'ai passé beaucoup de temps sur chacun et j'y tiens autant en un qu'à l'autre. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des musées ou des collectionneurs qui pourraient peut-être être intéressés par les objets que vous avez restaurés ou inversement? Les musées possèdent leur propre collection. D'autres collectionneurs, oui, bien sûr. Nous avons tout un réseau. Là, c'est l'association des amis et instruments de la musique mécanique qui regroupe quelques 300 adhérents au niveau national et pays limitrophes. Et donc ce réseau est constitué de collectionneurs, de passionnés, de personnes qui ont des musées également. Et on se connaît tous plus ou moins. Et donc on a des contacts quand même assez fréquents et qui permettent de suivre l'évolution des appareils, savoir s'il en existe par endroit et d'aller visiter, d'aller tout simplement. Ça nous permet d'aller voir d'autres collectionneurs, voir leur collection, vivre leur passion également. Rencontrer et transmettre, c'est des mots très importants. Voilà. Notre émission est presque terminée déjà, mais juste avant de se quitter, je vous propose de tester vos connaissances sur les Vosges. Comme chaque semaine, c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, on a vu que vous maîtrisiez le patrimoine vosgien. On va voir si vous maîtrisez les Vosges tout court. 2 questions. La première, qu'est-ce qui différencie le bluet de la myrtille? Alors, le bluet et la myrtille, souvent on les associe, mais il s'agit de 2 choses différentes. Alors, est-ce que pour vous, non, c'est la même chose, le bluet et la myrtille? Est-ce que le bluet se cueille toute l'année ou est-ce que le bluet est une myrtille de culture? Messieurs, est-ce que vous avez une idée sur la question? Gérard? Moi, le bluet, ce n'est pas une myrtille, c'est une myrtille de culture, si on veut. Mais c'est pas... on peut l'appeler myrtille de culture, mais ce n'est pas vraiment une myrtille. C'est pas vraiment une myrtille. Non. On est d'accord. C'est pas une myrtille. C'est ça. Ça fait toujours un grand débat. C'est pas une bramelle. C'est pas une brimbelle, non, c'est une myrtille de culture. On peut l'appeler comme ça, il faut quand même qu'on lui donne une C'est définition. plus grosse. Donc vous avez raison, messieurs, le bluet est une myrtille de culture. Elle était entre guillemets, hein, vous remarquerez. La deuxième question. On tolère que ce soit une myrtille. La deuxième question. Alors là, on va être un peu plus sur le patrimoine bâti. Quel nom porte le château de Tuilières? Est-ce qu'il s'agit du château Ève-la-Vallière? Est-ce qu'il s'agit du château de Beaufranc? Ou est-ce qu'il s'agit du château des Brasseurs? Le château de Tuilières. Je vais demander à Gérard d'abord. Ce serait le premier. Château Ève-la-Vallière. Je crois. Non, Jackie? c'est Beaufranc. Oui. Alors, c'était fait exprès, hein, le château Ève-la-Vallière. J'habite Vittel et c'est à 2 km de Vittel. C'est pour ça que j'ai demandé à Gérard en pas premier. Donc il s'agit bien du château de Beaufranc. C'est ça. Germain Beaufranc était architecte, il a reconstruit le château en 1722. Et un château que l'on vous fera d'ailleurs découvrir dans l'émission Ça va chez vous vendredi, qui est consacrée à la commune de Tuilières. Voilà, et le château Ève-la-Vallière, parce que Ève-la-Vallière est originaire de Tuilières, mais elle n'a jamais habité ce château. Et il y a une pièce tout de même qui abrite son musée. Voilà, on sait tout. Les châteaux dans la mission patrimoine, Jackie, ça a toute son importance. C'est une partie de l'histoire qui est importante, hein, les châteaux. Bien sûr. Bien sûr. Et dans les Vosges, on est gâtés. Mais tous ne viennent pas à nous parce qu'en fait, beaucoup de propriétaires de châteaux le font eux-mêmes. Et comme très souvent, ils sont classés monuments historiques, donc ils n'ont pas au départ, ils sont défiscalisés presque à 100%, donc ils n'ont pas besoin de nous. Quoi. Donc, voilà, ou alors ils font appel à nous pour quelques conseils, ça peut arriver aussi. Mais il faut suivre. Bien qu'ils deviennent, comme Gérard l'est maintenant, un spécialiste, les propriétaires de châteaux
au bout d'un moment, ce sont vraiment des spécialistes du patrimoine également. Donc ils se débrouillent tous. On se débrouille tout ça. Et c'est bien fait. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Oui, ça passe vite.